Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui. Super. Donc merci à 1, tous 2, d'être 1, avec 2. nous ce matin pour la conférence Data Management and Business Model, la data nouvel ADN de l'entreprise. C'est vrai qu'historiquement, les business models des entreprises étaient vraiment basés sur les coûts de transaction. Ces coûts, c'était des leviers pour les organisations afin de battre le marché. Et ça a été complètement chamboulé par la révolution digitale. On a des coûts de contact qui ont été divisés par 10, voire par 100 avec les réseaux sociaux. On a de la mise en relation qui a été facilitée avec l'explosion du nombre de points de contact avec les clients. Et donc, finalement, l'effondrement des coûts de communication, ça a complètement changé les règles du jeu et ça a remis en cause le modèle d'intégration verticale sur lequel le marché s'était bâti. Aujourd'hui, on assiste un peu à la même chose sur la donnée. Initialement, elle était difficile à collecter, à stocker. Et donc, la chaîne de valeur s'était construite ainsi. Avec les bouleversements technologiques qu'on connaît tous autour de l'IoT, du cloud, de l'e-commerce, on a un paysage qui a été complètement inversé. Et aujourd'hui, face à une masse de données jamais vue, collectable de manière automatisée, avec des coûts de stockage qui sont devenus dérisoires, l'avantage compétitif réside de plus en plus dans l'enrichissement et la valorisation de cet or digital. C'est pour sûr pas près de s'arrêter quand on sait que la valorisation du marché mondial de la donnée est passée de 7,7 milliards de dollars en 2011 à 56 milliards aujourd'hui. Donc c'est le sujet aujourd'hui de cette table ronde et je suis ravie d'avoir avec moi 3 experts qui vont pouvoir nous apporter leur éclairage et leurs clés sur le bon data management à l'échelle d'une organisation, mais également sur le tournant que ça peut représenter en termes de business model. Cédric, vous voulez peut-être vous présenter en premier ? Oui, bonjour à tous. Et puis, déjà, je souhaitais remercier tous les gens de la technique pour pouvoir faire cette table ronde avec la personne qui anime à distance. Et donc, juste rapidement pour me présenter, donc, Cédric Ravalec. J'ai le plaisir de travailler depuis plus de 3 ans au sein du groupe Smile, qui est un intégrateur open source. Et j'ai la charge de développer toute l'offre IoT, qui est une offre transverse chez nous, qui va de la partie embarquée, où on travaille avec nos clients pour mettre de l'intelligence dans leurs objets, jusqu'à la partie digitale pour développer les services associés à cette donnée. Voilà. Et je suis ravi donc de participer avec mes 2 acolytes dans ce programme autour de la data. Voilà. Florian, vous voulez enchaîner ? Oui, donc bonjour, Florian Gauthier. Je suis directeur projet et responsable de l'offre digitale chez Hamilton. Donc Hamilton, une société spécialisée dans la transformation digitale des entreprises, où justement aujourd'hui les problématiques et la réflexion autour des données ont une place prépondérante. Aujourd'hui, l'objectif justement, c'est d'échanger avec mes partenaires de la partie données et du retour d'expérience qu'ont eu justement nos clients sur leurs projets au niveau de cette data. Steven, vous voulez clore le bal ? Oui, merci. Steven Fink. Je suis un Américain en France maintenant depuis 10 ans. J'ai commencé ma carrière en tant qu'entrepreneur pendant une quinzaine d'années aux États-Unis, où j'ai décidé de travailler là-bas pour une petite start-up en Caroline du Sud qui s'appelait Michelin. Donc maintenant, depuis 13 ans, je suis chez Michelin. J'ai fait pas mal de choses à l'intérieur de Michelin, dans le SI, dans le RH, et j'étais le responsable pour les offres de services des pneus connectés il y a 5 ans, pour les grosses flottes de bus. Et maintenant, je suis le responsable pour le partenariat entre les GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et le groupe Michelin. J'anime les échanges et j'essaie de nous accélérer dans nos enjeux digitaux en utilisant ces gros acteurs. Super. Et donc, je vais terminer. Alizée Blanchin, moi, je travaille chez Wavestone, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation digitale et qui accompagne les plus grands noms sur toute la chaîne de la valeur de la data, de la récolte au stockage, en passant par la valorisation et l'utilisation. À titre plus personnel, moi, j'accompagne les entreprises sur les volets métiers de la transformation. Donc, ça va être plutôt, quand on parle de data, sur l'intégration de la récolte des données dans les parcours clients et les nouveaux services, ou encore la définition des use cases qui vont permettre de rendre la prise de décision et la relation client beaucoup plus factuelle, puisque basée sur des données terrain. Et j'aurai le plaisir d'animer donc cette conférence et cet échange. Pour commencer, Steven,
Comment finalement la donnée a-t-elle transformé la façon dont vous et votre entreprise travaillez au quotidien? Est-ce que vous avez quelques chiffres qui nous éclaireraient sur finalement l'importance de cet impact? Oui, bien sûr. Un de nos valeurs cœur chez Michelin, c'est le respect for facts. Et pour avoir de respect pour les faits, il faut avoir les données pour avoir les faits. Donc, en récoltant des données de chez partout dans l'entreprise pour les enjeux intérieurs ainsi que sur la performance de nos pneumatiques, les données autour des restaurants pour le secteur du restaurant, les matériaux, les choses comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose où on est en train d'accélérer avec le monde et avec les outils qui sont à disposition sur le marché, notre utilisation de ces données. Nous avons aussitôt que 1930 commencé à faire les offres de services pour la flotte de bus de Londres en Angleterre pour vendre l'utilisation de nos pneumatiques au kilométrage parcouru. Donc, pour avoir ça, il faut avoir les données, il faut récolter et transformer les données en facturation et tout ça. Aussitôt que 1980, donc c'est-à-dire maintenant 40 ans, nous avons eu les pneus connectés dans les mines, dans les gros engins dans les mines, pour optimiser les opérations des mines. Et tout de suite, je peux dire que nous avons plus que 1,2 million de véhicules connectés qu'on suit. Et comme vous pouvez imaginer, ça représente énormément de données sur cette parc de véhicules. Et c'est intéressant puisque finalement, c'est une partie que le grand public voit beaucoup moins de Michelin. Et on se rend compte que vous étiez vraiment précurseur sur le sujet. Florian, je sais que Hamilton a beaucoup évolué ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Déjà, au niveau de nos clients, on l'a vraiment remarqué en termes de demande. Au départ, on gérait beaucoup de projets où la demande était surtout par l'usage, la transformation des métiers. Et depuis 3 ans, en fait, on a vu que les projets qui étaient portés par la data, avec une réflexion autour de la donnée, vraiment explosé, ont quasiment été multipliés par 3. Également, en termes d'approche, au début, on commençait surtout les projets par une approche design thinking, où on devait réfléchir aux problématiques des employés, les points de douleur, comment on pouvait répondre justement à ces difficultés par le digital. Aujourd'hui, on passe quasiment autant de temps en atelier en data thinking pour justement identifier où est la donnée de l'entreprise, comment la récupérer et comment s'en servir dans les applications de transformation digitale. Pour donner quelques chiffres, on s'est amusé justement pour préparer la conférence en analysant les compétences justement de nos collaborateurs. Il y a 3 ans, les compétences autour du traitement de données, la récupération et même de l'intelligence artificielle, ça devait représenter 5% des compétences chez Hamilton. Aujourd'hui, c'est plus de 20%. Donc c'est vraiment une très forte croissance. Et là où on a vraiment vu une rupture, c'est surtout lors de la mise en place du RGPD il y a un peu plus de 2 ans aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte avec nos clients le manque de maîtrise qu'on avait sur la donnée. Parce que oui, le RGPD, on va devoir anonymiser de la data, on va devoir supprimer de la donnée à la demande d'utilisateurs. En fait, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas une maîtrise complète sur toutes leurs données, que la récupérer et que surtout la supprimer, en fait, c'était extrêmement compliqué, que cette donnée était souvent éparpillée sur plusieurs logiciels, avec de la data qui était souvent répliquée. Donc nous, on a opéré également en interne une refonte complète de nos outils, ERP, outils SIRH, mais également CRM, avec vraiment cette stratégie. Qu'est-ce que je dois faire de ma donnée? Quels sont les objectifs? Comment est-ce que je la récupère? Comment est-ce que je la stocke? Et comment est-ce que je la mets à jour? Et je pense que vous évoquiez un point qui est très important, c'est que finalement, la transformation de données, elle passe à la fois par les outils et par les hommes. Et donc, ça se retrouve assez bien dans vos chiffres, c'est super. Cédric, de votre côté, l'analyse, elle se mène des 2 côtés du miroir, si je ne me trompe pas? Alors, tout à fait. Je pense que l'objectif, alors moi je travaille principalement dans l'IoT, donc l'IoT c'est toute la chaîne de la donnée, de là où elle est produite, dans le monde du physique dans lequel on se trouve. Il s'avère pour toi c'est les pneus, mais pour d'autres c'est le béton par exemple. Donc c'est vraiment la donnée, elle vient d'un monde physique et puis on va développer des solutions digitales. Mais pour quel but finalement?
Et en effet, les deux côtés du miroir, il y a un côté, c'est pour développer de nouveaux services pour les clients, où on passe finalement d'un modèle économique où il y avait l'acquisition, hein, on achetait finalement un produit, à un modèle de location, par exemple. Et puis il y a une deuxième approche qui est l'optimisation des process, hein, soit en time to market pour aller plus vite sur le marché, soit en termes de qualité, c'est ce que tu présentais pour les pneus par exemple. Donc on a vraiment ces deux approches, hein. Il y a l'extérieur et puis l'interne. Donc je crois qu'un peu plus tard, on parlera de cas d'usage et de référence client. Mais vraiment, c'est ces deux prismes qu'on voit autour de l'IoT et qu'on va travailler autour de ces projets, autour de la donnée. Avec des enjeux de comment je récolte la donnée dans ce monde physique, c'est quoi les technologies, hein, parce que c'est pas... on aimerait en récolter, mais parfois c'est pas si simple, ou c'est pas viable financièrement. Et puis après, c'est quels sont les cas d'usage. Ça aussi, c'est un gros enjeu, que ce soit pour l'interne ou pour l'externe. Beaucoup de sociétés, je pense à Legrand par exemple, qui récoltent énormément de données, ils se posent énormément de questions en se disant mais très bien, alors avec le RGPD et ainsi de suite, mais avec toute cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle valeur on peut en tirer? C'est quoi les cas d'usage? Donc il y a aussi beaucoup de réflexions dans ce cas-là. Et c'est assez complémentaire, je trouve, pour construire sur ce que disait Florian. Il y a quels outils j'utilise finalement, mes hommes, mes outils technologiques, et puis ensuite, comment je les utilise et à quel but. Et effectivement, il y a ces réflexions internes et externes qui doivent se compléter et qui sont parfois trop silotées, alors qu'elles peuvent vraiment s'apporter de la valeur les unes par rapport aux autres. Si on passe, Florian, aux défis que les entreprises, la vôtre et celles que vous accompagnez, rencontrent aujourd'hui, est-ce que vous en auriez quelques-uns à nous lister et à nous expliquer? Oui, alors déjà, c'est la maîtrise de ces données. Donc quand je dis maîtrise, c'est le fait d'avoir justement cette donnée qui est accessible. Et également, qu'est-ce qu'on doit stocker et comment la stocker. Voilà, on rencontre des entreprises en fait, qui vont stocker la totalité des datas et souvent donc, ils nous disent la data. Oui, mais la data sans contexte, en fait, elle sert absolument à rien. Donc, justement, le rôle d'Hamilton, c'est de les accompagner pour identifier justement la bonne donnée, où est-ce qu'elle se trouve, s'assurer qu'elle n'est pas répliquée sur plusieurs applications, qu'elle n'a qu'une seule entité, parce que pour la mise à jour derrière, c'est extrêmement compliqué, pour son exploitation, c'est très compliqué. Et un des défis également, c'est d'acculturer nos clients sur l'utilisation de cette donnée. C'est le titre de la conférence, hein, c'est sur la partie business model. Qu'est-ce qu'on en fait et comment on la transforme vraiment en valeur. Et tout ce qui est justement, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de data-driven dans l'entreprise, le fait d'avoir la prise de décision qui est dictée par la donnée. Mais pour pouvoir arriver à ce niveau de maturité et pour pouvoir prendre une décision éclairée en se basant sur des indicateurs, sur des dashboards, sur des KPI qui sont remontés, il faut avoir confiance en fait dans cette donnée. Et la donnée, en effet, c'est des hommes, mais c'est également une partie technique sur le fait de la récupérer et vraiment de pouvoir croire en cette donnée et s'appuyer dessus. Cédric, vous aussi, vous êtes au contact de nombreux clients. Est-ce que vous constatez les mêmes choses? Est-ce que vous avez des compléments? Alors, moi, je dirais qu'il y a il y a deux sujets de type, on va même dire 3 types de clients autour de la donnée. On va avoir d'une part un secteur qui est en pleine effervescence, c'est l'industrie. Quand je parle de l'industrie, on va parler des usines, qui est un monde qui est connecté depuis des années. On parle d'industrie 4.0, mais ils sont déjà connectés depuis pas mal d'années. Eux, ils ont un enjeu autour de la donnée qui est très différente d'autres types d'acteurs. C'est plutôt de consolider la donnée, de savoir communiquer avec l'ensemble des machines, parce qu'on est dans un monde où les machines, à l'inverse de nous avec nos smartphones qu'on change tous les 2 ans, ce sont des machines qui coûtent des millions la plupart du temps, et qui ont une durée de vie très longue, et qui ont des protocoles très fermés. Alors c'est en train de s'ouvrir, mais voilà, il y a un enjeu de comment j'accède à la donnée qui est fermée dans des protocoles avec des constructeurs, donc il y a vraiment un enjeu très fort d'accéder à ces données sur ces machines. Et il y a un enjeu après de pilotage de tout le process grâce à ces données. Alors il y a déjà des outils, des systèmes d'information en place, hein, mais l'idée c'est d'avoir une meilleure communication et notamment avec des solutions des GAFA pour remonter ces données et les traiter avec des modèles prédictifs pour faire de la maintenance prédictive. Donc ça c'est un premier type, on va dire, d'enjeu de la donnée, c'est pour ces industriels.
Ensuite, on a un enjeu d'acteurs qui font des produits, fabriquent des produits qui, par nature, n'ont pas lieu d'être connectés. Quand on pense aux pneus, on se dit, mais pourquoi on connecte un pneu? Quel est l'intérêt? Quand on fait du béton, quel est l'intérêt de connecter du béton et dans quel cas d'usage? Donc, ces gens-là, il y a des gens chez eux qui se disent, souvent ça vient de la direction générale, qui se disent, moi j'ai une vision, il faut qu'on développe des nouveaux services, des nouveaux business models, et je pense que avec le pneu, je peux apporter de nouveaux services à mes clients, je peux aussi améliorer mes processus internes. Avec le béton, je peux développer, alors je vous cite un exemple, je peux développer des services de maintenance, de conduits, d'assainissement des eaux, parce que je vends du béton et je vends des conduits de béton pour les villes, qui les utilisent pour qu'on ait tout le système d'assainissement qui coule à travers ces conduits de béton. Et je vais en plus de vendre du béton, vendre un outil qui va permettre de gérer la maintenance de ces conduits, par exemple. Ça, c'est un deuxième type de client, donc qui ne viennent pas du tout du monde de l'informatique, de la donnée. Ils découvrent ce monde-là. Et puis, on a un troisième type de clients, on en parlait tout à l'heure, qui sont déjà connectés. Je pense à des Legrand, par exemple, qui ont déjà leur système. Dans le monde des box aussi, ils ont déjà leur système. Ils ont déjà souvent leur cloud aussi. Ils se disent, mais est-ce que c'est mon métier finalement de gérer toute cette donnée, de mettre toute l'infrastructure, de développer mes propres infrastructures? Est-ce qu'il vaut mieux pas que j'aille prendre un produit du marché, notamment donc les solutions des GAFAM? Donc je migre finalement mes infrastructures sur ce type de solutions, que je n'ai pas à les maintenir, donc c'est pas moi qui dois les développer. Et par contre, ma valeur ajoutée, elle va être au-dessus de ces données sur les cas d'usage et ce que je vais en faire. Alors, j'étais un peu long, mais voilà les trois grands types de clients, en tout cas avec qui on est amené à discuter autour de ces enjeux des données. C'est long, mais c'est intéressant parce que je pense que vous mettez le doigt sur une chose qui est importante, c'est qu'il n'y a pas un grand enjeu de la donnée pour tous, finalement. Il y a à la fois des niveaux de maturité technologique différents, il y a des problématiques et effectivement des univers initiaux différents. Et donc, justement, cette approche un peu individualisée, ça fait vraiment partie, je pense, des clés pour accompagner correctement les acteurs à se transformer. Et ça me fait justement la transition, Steven. Quand on est une marque internationale, un acteur historique sur le marché, comme peut l'être Michelin, comment on voit justement les défis arriver avec la donnée? Bien sûr que nous sommes dans un contexte très particulier avec le Covid. Ça nous a chuté le marché des pneumatiques parce que si tout le monde reste chez soi, on n'utilise pas les pneus. Et la plus grande part de nos activités, c'est basé sur les pneus. On a vu qu'ici en Europe, ça recommence, mais ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Donc, les enjeux sont importants de transformer notre business, de ne pas être que dans le pneumatique, mais aussi dans les données, les offres de services, la capacité de vendre et de mettre à disposition nos outils, nos pneus, notre savoir-faire. Un modèle de souscription. Donc, c'est dans cet enjeu-là ou dans cet axe-là que nous sommes en train de créer beaucoup d'offres de services autour de la mobilité. Ça aide les consommateurs d'avoir plus de productivité, d'avoir plus de visibilité sur leurs opérations, de mieux gérer leurs opérations. Et c'est plus sûr. Un pneu qui est bien suivi, tout le monde peut-être a une voiture avec un TPMS qui clignote si jamais vous avez une perte de pression. Mais maintenant, même on peut aller au-delà. On peut dire que non pas que ça va clignoter sur le tableau de bord, mais peut-être ça peut envoyer les SMS. Peut-être que c'est votre enfant qui a la voiture et en tant que parent, on peut voir qu'il y a un souci avec un pneu. On peut instructer l'enfant d'aller chez un garagiste et même on peut mettre en relation la voiture avec une garage qui est dans les alentours. Donc, c'est vraiment de chercher les valeurs de données
et de transformer notre business de non pas que le matériel, mais comment mieux utiliser le matériel. Oui, finalement, vous le dites assez bien, aujourd'hui, le pneu est connecté, la voiture est connectée, le téléphone est connecté, la maison est connectée. Donc on a vraiment une démultiplication des sources de données et ça crée de plus en plus des logiques d'écosystème. On a des partenariats, des rachats pour pouvoir offrir finalement une panoplie de services qui soit la plus large possible. Cédric, comment vous voyez évoluer les relations justement entre des acteurs historiques, des nouveaux pure players qui émergent pour connecter ces données en quoi ça permet finalement d'accélérer sur la collecte, le traitement et l'utilisation des données aujourd'hui? Alors sur cette question, je voulais parler d'un phénomène qui est très intéressant autour des GAFAM et du monde de l'embarqué. Parce que quand on parle voilà, de générer ces données, on souhaite acquérir ces données du monde physique. Or, pour ça, il y a un monde qui est un peu vieillissant, on va dire, pour ceux qui m'écoutent et qui sont techniques, qui est le monde de l'embarqué, l'informatique industrielle, où on a plutôt des profils d'experts qui développent souvent en langage C et autour des cartes électroniques, donc il y a différents acteurs qui sont là. Et c'est un monde voilà, où c'est vraiment à façon, chaque projet est unique, c'est un peu de la haute couture. Et c'est un monde qui a eu une révolution il y a une dizaine d'années avec l'arrivée de l'open source et de Linux, parce qu'on était plutôt sur des OS propriétaires, systèmes d'exploitation propriétaires. Donc voilà, ils ont été un peu secoués il y a une dizaine d'années. Et puis là, ils sont secoués d'une autre manière, c'est que les GAFAM, qui sont là pour finalement apporter des outils pour traiter les données, notamment avec la puissance de calcul pour faire du machine learning, eh bien, ils sont en train d'arriver dans le monde du physique, dans le monde du réel. Donc, ils sortent du cloud avec des solutions pour industrialiser ce monde de l'embarqué. Hein, on a vu les différentes annonces. Il y a 2 ans, il y a Amazon qui a racheté un OS open source embarqué qui s'appelle FreeRTOS, qui est une des références dans le monde des systèmes d'exploitation. Enfin, c'est pas vrai, ouais. Dans le monde des systèmes d'exploitation pour les microcontrôleurs. On a Microsoft qui a aussi racheté une société qui fait un OS embarqué. Il y a Google qu'on connaît tous, et on a Android, mais ils essaient d'en faire une version un peu light, voilà, pour l'embarquer dans des petits capteurs. Donc ils sont en train d'industrialiser finalement ce monde de l'embarqué et d'apporter des outils pour pouvoir piloter à distance ces objets, mettre à jour d'une manière sécurité ces objets. C'est un enjeu très fort. Et je pense qu'on n'en est qu'au début, et que ce sont des solutions très intéressantes. Et donc voilà, il y a ces 2 mondes-là. Tu parlais de silo tout à l'heure. Il y a ce monde historique voilà, de l'embarqué, ce nouveau monde qui est en train d'arriver avec ces acteurs et leurs outils. Et c'est un enjeu important parce que quand on déploie des solutions, on en entend souvent parler dans la presse, dès qu'il y a des hackers voilà, qui hackent soit des caméras ou autres, ça pose un souci. Donc on a besoin de solutions vraiment sécurisées, pérennes et qu'on maîtrise. Ça, c'est un premier silo. Et je me permettrai de parler d'un deuxième silo. J'en ai pas parlé tout à l'heure quand je parlais des acteurs, mais c'est vrai qu'il y a dans le monde du secteur public, on parle beaucoup des smart cities. Alors, il y a quelques projets en France autour des smart cities. Je pense à Nice, Marseille, Dijon, voilà pour les plus gros. Et là, on est dans un monde où il y a des silos, mais je crois aussi dans l'agriculture, c'est le cas, mais je ne travaille pas trop dans ce domaine-là pour l'instant, où on a des acteurs qui ont des solutions verticales. La vidéosurveillance, la gestion des feux, gestion des panneaux publicitaires. Enfin, voilà, il y a des solutions très, très, très verticales, où là, on a des vrais silos, chacun avec sa solution. Et pour une ville, c'est très compliqué à gérer et à piloter. Donc, il y a un enjeu très fort sur des solutions qu'on appelle des hyperviseurs, voilà, qui permettent finalement de superviser l'ensemble de ces systèmes. Je ne vais pas aller dans le détail, mais voilà, c'est un autre enjeu dans le monde de la donnée et du connecté, c'est dans le monde des smart cities, on a vraiment cette problématique de silo par rapport à tous ces acteurs. Et les grands acteurs qui travaillent dans ce domaine-là voilà, cherchent des solutions, et notamment des solutions open source. Et c'est intéressant puisque, effectivement, vous évoquez d'un côté une transformation des GAFAM qui avaient leur terrain de jeu historique et puis se rapprochent, rachètent d'autres acteurs de l'écosystème pour étendre finalement leur domaine de compétences. Et de l'autre côté, leurs clients par exemple les villes, mais ça peut aussi être Michelin et on y reviendra dans une seconde,
ont parfois du mal du coup à s'interfacer avec cette transformation parce que justement trop d'acteurs, trop de silos. Donc Steven, vous qui êtes en charge des partenariats GAFAM chez Michelin, comment ça se passe chez vous? Chez Michelin, on appuie sur 3 axes. On appuie sur le réseau de startups. Donc, nous surveillons beaucoup de startups. Nous travaillons avec beaucoup de startups afin d'accélérer notre savoir-faire à l'intérieur. Et aussi pour booster les startups, on aime bien de participer dans les réussites de tout le monde. Deuxième axe, c'est pour les acquisitions qui sont stratégiques. Nous avons acheté 3 acteurs de télématique sur le marché, Sascar au Brésil, Nextrack aux États-Unis et plus récemment Masternaut ici en Europe. Ça nous a mis l'empreinte d'avoir le 5e plus grande empreinte de flotte dans le monde. On surveille énormément de véhicules, comme je disais tout à l'heure, c'est plus d'1 million. Et plus récemment, la raison que je suis là aujourd'hui, c'est de parler des GAFAM. Et nous appuyons sur la capacité, la vitesse, le pouvoir des grands acteurs. Franchement, c'est hallucinant la vitesse qu'ils peuvent développer les choses, qu'ils peuvent donner les outils pour qu'on puisse utiliser les outils à l'interne pour nos enjeux à l'interne et aussi pour créer les nouvelles offres de services. Donc, c'est vraiment ces 3 axes-là qu'on utilise en harmonie pour essayer d'accélérer et réussir nos objectifs. Donc, finalement, vous recréez votre propre écosystème au sein de l'écosystème global. Et je pense que c'est un mix gagnant, effectivement. Et ça me fait la transition avec vous, Florian, puisque justement, vous conseillez vos clients sur la mise en place d'écosystèmes. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien ? C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu l'évolution avec l'arrivée du cloud, avec l'arrivée de l'open source qui est là déjà depuis pas mal d'années. On se dit qu'aujourd'hui, en fait, les écosystèmes se doivent d'être ouverts. Il y a le marché qui a forcé justement cette ouverture, cette interconnectivité sur plusieurs milieux. Si je prends l'exemple par exemple de la domotique, on ne peut pas imaginer demain une entreprise comme Legrand ou comme Somfy qui sort une box domotique pour piloter sa maison, qui ne soit pas ouverte, qui ne fonctionne pas avec un OK Google ou avec un D Siri. Là, normalement, c'est le moment où tous vos téléphones se réveillent. Donc, voilà, en fait, on est obligé, quand on développe un produit, qui puisse être interconnecté avec d'autres solutions, avec d'autres écosystèmes. C'est ce qui a fait la force, par exemple, d'un outil comme Salesforce. C'est ce qui a également permis à Microsoft d'asseoir sa domination avec l'offre Office 365. Aujourd'hui, on est capable, en tant qu'éditeur de logiciel, de développer un petit add-on, de le mettre sur Teams et de récupérer toute la donnée justement de l'écosystème Office. Il y a quelques années, c'était extrêmement fermé, c'était inimaginable de pouvoir faire ça. Demain, quand une entreprise va choisir son outil messagerie, son outil de communication, surtout en ce moment avec le Covid, ils vont se poser des questions. Et quand on voit qu'un outil comme Teams permet d'intégrer des outils, permet de pousser la donnée vers l'extérieur, c'est un des arguments qui fait qu'on choisit cette solution. Donc aujourd'hui, le fait d'être ouvert et d'être interconnecté avec tous les écosystèmes, c'est vital et c'est obligatoire pour une entreprise qui se lance sur le traitement de données. Et justement, qui dit démultiplication des solutions de plus en plus ouvertes qui peuvent s'interconnecter, dit d'autant plus de sources de données et de flux de données. Pour une entreprise, ce n'est pas toujours facile à gérer. Est-ce que, Steven, vous pouvez donner à l'auditoire un conseil pour bien gouverner sa donnée et le faire de manière efficace au sein d'une organisation ? Je dirais que pour avoir une gouvernance, c'est compliqué. Plus de personnes que vous avez impliquées, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être très, très patient. Il faut être dans le jeu pour la longue durée, la durée longue. Et il faut toujours tenir où on veut aller et avoir des étapes qui sont assez concrètes pour y aller.
La transformation digitale, c'est dit souvent que c'est 90%, c'est l'humain, c'est la transformation des personnes. Et les 10%, ce sont les outils, ce sont la tech, c'est les choses qui sont à disposition, qui marchent hyper vite, mais transformer les personnes, c'est lent. Donc, si on est dans une entreprise comme Amazon et vous avez le grand chef, le grand patron Jeff Bezos qui envoie un email à tous ses employés en disant tous vos systèmes doivent être interconnectés avec les API, toutes les données doivent être accessibles par un API, ça peut accélérer un petit peu les choses, mais ce n'est pas le cas normalement. Donc, il faut vraiment faire quelque chose qui est adapté à votre situation. Il n'y a pas de one size fits all. Donc, chez Michelin, ce que nous avons fait, nous avons mis en place une gouvernance avec un Chief Data Officer qui court juste à côté de notre Chief Digital Officer, notre Chief Information Officer. Donc, nous avons quelqu'un qui est vraiment ciblé de données. Nous avons récemment nommé un Chief Artificial Intelligence Officer qui travaille main en main avec le Chief Data Officer pour établir où on veut aller et pour mener ces changements. Dans tous les verticales dans Michelin, il y a un responsable pour les données et avec les chefs en tête et toutes les personnes qui sont responsables, ils forment une gouvernance de comment on va mettre à disposition les données entre les verticales. Donc, nous avons aussi établi un centre de données, d'expertise de données en Inde, où ils font beaucoup de recherche et développement sur le IA, sur comment mieux traiter les données. Et c'est quelque chose où on s'investit énormément. Enfin, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de valeur dans vos données. Donc, chez Michelin, nous avons établi un processus qu'on s'appelle Core, Non-Core. C'est-à-dire qu'il y a les données qui sont très protégées par Michelin. On croit que si nos données qui sont core ou notre savoir-faire sur les processus qui sont core sortent de l'entreprise, ça peut nous impacter peut-être jusqu'à la faillite de l'entreprise. Donc, avec ces données-là, il faut avoir peut-être une façon de sécuriser les données qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus sécures que les choses qui sont non-core. D'accord. Ce que j'aime bien chez Michelin, c'est que vous avez une approche très pragmatique des choses et c'est vraiment intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont à apprendre de ça. Florian, de votre côté, vous travaillez beaucoup avec des stratégies MDM. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors c'est vrai que donc la stratégie MDM, donc Master Data Management, c'est une stratégie globale au niveau de l'entreprise. Et la règle principale, c'est il y a un fichier de référence, un fichier maître, qui va stocker toute la donnée, souvent un data lake. La représentation de la donnée est unique et on va en fait se servir de cette donnée pour justement de l'usage, donc des outils de transformation digitale, de l'intelligence artificielle, ce genre de choses. Je prends souvent des exemples de clients qui voulaient une application mobile assez simple pour gérer en gros des opérations de maintenance. Donc ça peut paraître simple comme besoin. Par contre, quand on se rend compte qu'il faut récupérer la liste des employés, leur login mot de passe, dans quelle équipe est-ce qu'ils sont, quels sont leurs plannings, quelles sont les tâches de maintenance à effectuer, on se rend compte en fait qu'on doit se connecter à une GMAO, à un AD, à un outil SIRH. Et c'est là où est vraiment la difficulté de ces projets, c'est de récupérer cette donnée quand il n'y a pas encore une stratégie de MDM qui est en place. Donc, une fois qu'on a réussi, en fait, souvent ce que je dis, c'est qu'il faut prendre le projet dans le bon ordre. On ne peut pas partir tout de suite sur l'intelligence artificielle alors qu'on n'a même pas en gros sa donnée qui est récupérée, qui est centralisée. On ne peut pas lancer des projets de digitalisation des métiers pour supprimer le papier, réduire tout ce qui est tâches chronophages et redondantes si on n'a pas accès à cette data. Parce que sinon le projet va être vraiment complexifié et le résultat souvent qu'on a, c'est une énième application
avec une énième version de la même donnée pour un même employé, par exemple. On va avoir encore une fois son nom, encore une fois avoir sa date de naissance. Et cette donnée est tellement répliquée qu'on se retrouve dans un écosystème où on ne peut même plus la mettre à jour. On ne sait plus qui a la main sur la donnée, quel logiciel va pouvoir prendre le pas sur un autre. Et on se retrouve en fait dans une situation où toute évolution de l'entreprise est bloquée par la donnée, alors que normalement, c'est justement la donnée qui doit faciliter cette transformation. Donc le conseil que je donnerais justement aux entreprises, c'est de prendre le temps de cartographier son SI, de cartographier justement où est la donnée, qu'est-ce qui est vraiment important, et ensuite quels sont les objectifs. Quels sont les objectifs à moyen et long terme? Est-ce qu'on a trouvé des moyens pour valoriser cette donnée? Est-ce qu'on veut juste suivre des KPI? Et quels sont ces KPI au niveau de toute l'entreprise? On voit émerger de plus en plus de stratégies, ce qu'on appelle de Business Activity Monitoring, où du top management jusqu'à la partie technicien et administration système, on voit différents indicateurs pour se dire OK, à l'instant T, est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce que tout va bien? Est-ce que sur ma projection, je suis à l'heure ou est-ce que je suis un petit peu en retard? Et lorsqu'il y a un incident, quels sont les impacts et à quel niveau de l'entreprise? Très clair. Et effectivement, avant de penser à demain, c'est important de se reposer sur où on en est aujourd'hui. Et c'est d'autant plus vrai sur la question de la valorisation, puisque finalement, pour pouvoir avancer sur des vraies sources de valeur, il faut avoir une bonne cartographie de les données qu'on maîtrise, de la façon dont elles peuvent aussi s'imbriquer, dont elles peuvent s'imbriquer les unes avec les autres. Dans les catégories de valorisation, on retrouve souvent les analytics, le service client, la baisse des coûts, l'innovation. Cédric, je sais que c'est des questions que vous traitez au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous partager un ou deux exemples de clients que vous avez vus se transformer d'un point de vue business model et les facteurs clés de succès? Alors, avec grand plaisir, parce que je pense que c'est le cœur des solutions techniques de l'IoT. C'est pour accompagner les clients et donner des outils pour développer de nouveaux business models ou les adapter ou être plus efficients. Et puis aussi pour répondre à la question que vous avez posée précédemment sur comment je gère la donnée. Je crois que déjà, ce qui est très important, c'est que dans des projets, il faut impliquer le business. Et que ce n'est pas la DSI à piloter. Alors, on a besoin d'outils, on en a parlé, mais il faut que le business soit impliqué parce qu'on est dans un monde où on va parler de cas d'usage. C'est quoi les cas d'usage? Qu'est-ce qu'on veut gagner? C'est quoi notre pain? Où est-ce qu'on a mal? Quel type de service on veut développer? Et à partir de là, on va définir les données dont on a besoin pour couvrir ce cas d'usage. Et à partir de là, pour aller chercher ces données, il nous faut des technologies, et c'est là où on a les experts qui vont nous trouver les bonnes technos. Alors, dans les cas d'usage que je peux vous présenter, on va en prendre un premier qui est dans l'usine. Je vais parler de la société Veralia, qui est une très belle société française, qui est un des leaders dans le domaine du verre. Donc, c'est eux qui font les bouteilles de vin, par exemple, ou les bouteilles les bocaux de confiture qu'on achète en supermarché. On pourrait aussi parler de Danone, mais je prends le cas là, de Veralia. Quand ils produisent ce produit, donc ils ont la chaîne de production, et il s'avère que parfois on a des défauts dans le verre, parce que le mélange n'était pas bon, parce qu'on n'a pas chauffé à la bonne température, parce qu'il y a un problème sur le moule. Il y a un problème quelque part. Et donc le problème, c'est que dans le processus de production, l'humain ou la machine, parce qu'ils ont quand même des machines, ils sont connectés, on s'en rend compte assez tard. Et donc, on a produit peut-être pendant 1 heure, pendant 2 heures, des milliers de bouteilles. Et donc, on doit jeter ces bouteilles. Dans le monde des yaourts, c'est la même chose. Ils font des tests pour voir s'il y a de la salmonelle. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, s'il y a un souci. Donc, ils doivent tester. Voilà, ils prennent un yaourt, ils testent, ils font une boîte de contrepétrie. Et puis, on se rend compte qu'au bout de 6 heures, en effet, il y a quelque chose qui se développe. Donc, il faut qu'on arrête la production qu'on a produite pendant 6 heures. Et donc, ils ont besoin, ces gens-là, à travers toute la donnée qu'on peut avoir sur cette chaîne de production, d'essayer de trouver des patterns quand on a des soucis pour essayer d'améliorer cette production et d'être averti avant qu'on a un souci. Et comme ça, on gagne en temps de production, on perd moins les produits qu'on développe. Donc ça, c'est un premier cas d'usage où la donnée
est importante. Alors parfois, ils ne savent pas trop quel type de pattern ils cherchent. Hein. Et c'est là où le machine learning peut les aider en disant, ben voilà, ce jour-là, on a eu tel problème, c'était quoi les données? Est-ce que la machine, avec ses calculs, peut nous trouver un pattern qu'on va retrouver dans d'autres cas d'usage? Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on trouve beaucoup dans le côté optimisation des processus et amélioration de la qualité. On a un deuxième cas d'usage qui est de se dire on veut améliorer notre service et avoir moins de pertes. Alors je vais prendre dans le cas du béton, je le citais tout à l'heure. Alors j'ai 2 use cases dans le béton. Celui-ci, c'est une société donc, qui fabrique du béton, qui va livrer le béton dans les chantiers. Donc, quand on livre du béton, on part du quai de Seine. Alors moi, je suis parisien, donc on va partir des quais de Seine avec nos toupies. On a le béton qui a une certaine consistance et on a une tournée qui est prévue sur les différents chantiers pour le Grand Paris. Et après, en fin de journée, on revient avec notre toupie. On essaye de ne pas jeter le béton dans la Seine. J'ai vu qu'il y avait Lafarge qui s'est fait tirer les oreilles récemment à ce sujet. Mais c'est un très bon cas d'exemple, ça, parce que ces sociétés-là, elles souhaitent tracer le béton qu'on a dans les toupies. Elle souhaite le tracer à quel niveau? Sur la qualité du béton. C'est-à-dire que durant tout le trajet, est-ce que le béton est toujours de la même qualité? Parce que parfois, il faut rajouter de l'eau, parce que ça durcit. Combien j'ai livré de béton à tel client? À quel moment? Est-ce qu'il reste du béton quand je reviens au dépôt? Et ça, c'est une information extrêmement importante parce qu'ils ont des contrats et des engagements vis-à-vis de leurs clients. Il y a certains clients qui disent « Ah ben non, vous ne m'avez pas livré tant de kilos de béton » ou « Le béton que vous m'avez livré, je suis désolé, il n'était pas de bonne qualité ». Ou parfois, il devrait y avoir du béton qui rentre en fin de journée, il n'y en a plus. Donc souvent, il s'est perdu, on se demande où. Et donc là, on voit le cas d'usage, on le comprend tous. Maintenant, c'est comment on fait pour avoir cette information, quel type de capteur, où est-ce qu'on le met, comment on fait un trou dans la toupie. Voilà. Donc ça, c'est un autre type de cas d'usage où on a un autre cas d'usage où on a des problématiques d'enjeux, de solutions technologiques pour maîtriser la donnée et techniques. Je ne sais pas si j'ai un peu de temps pour parler d'un troisième cas d'usage, mais il nous reste j'en parlerai 3 après. minutes, donc je pense que malheureusement, on va s'arrêter là, Cédric. Peut-être juste très rapidement, Steven, vous parliez tout à l'heure de la façon dont justement vous transformez un peu le business model de Michelin avec la connectivité et les données. Si vous pouviez nous citer en 1 minute un autre cas d'usage de Michelin avant qu'on passe aux questions. Oui, je peux dire que nous sommes, j'ai déjà cité les exemples pour les pneus et les véhicules connectés. Si vous voulez faire une petite recherche sur Google de Michelin Maestro, ou Maestro, je ne sais pas comment dire en français, mais on vient de lancer cette offre de service, mais pour parler de quelque chose interne qui impacte tous nos salariés, nous faisons tous les ans une enquête d'engagement de nos employés. Et avec cette enquête, il y a des questions qui sont assez simples. Est-ce que vous recommanderiez qu'un de vos proches travaillerait chez Michelin? C'est un Net Promoter Score, oui, non. Donc, c'est assez facile à analyser. Par contre, après, on se pose des questions autour de est-ce que vous êtes heureux avec votre plateforme où vous travaillez? Comment est le comportement de votre équipe? Comment le comportement de votre manager? Est-ce que vous avez confiance dans les gérants de l'entreprise? Et enfin, nous avons un champ libre où on peut taper nos commentaires, n'importe quoi. Et tout ça, c'est analysé par les moteurs de IA pour non pas analyser exactement ce que les employés disent, mais aussi pour tracer les signaux faibles. Donc, qu'est-ce qu'il y a les soucis qui sont peut-être juste en dessous le surface qui vont remonter dans les 2-3 ans à venir et comme ça, on peut prévenir que ça devienne un problème. Super. Donc, vous l'avez compris, on a un peu abrégé cette partie sur les business models. En revanche, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou en ligne pour qu'on creuse un peu des sujets un peu plus particuliers que vous auriez? Le plus dur, c'est toujours la première question. Bon.
Alors la question, c'est, je répète parce qu'il y a des gens qui sont en ligne, c'est quoi ce troisième cas d'usage? Alors c'est un cas d'usage qui est, parce qu'en plus je suis concerné malheureusement avec mes parents, c'est la première cause de mortalité des personnes âgées, c'est la chute. Et donc, alors dans notre économie, hein, je pense que dans les pays en développement c'est différent, mais dans les pays riches, les personnes âgées sont souvent à un moment donné malheureusement seules chez elles, en tout cas le plus longtemps possible chez elles. Et donc, quand elles chutent, on n'est pas au courant. Et voilà, et malheureusement, souvent, elles décèdent. Et donc, un des leaders dans le domaine du revêtement de sol, je pense à Tarkett, sûrement d'ailleurs la moquette sur laquelle on est. Donc, voilà, ils font un objet physique. Ils se sont dit, et là, ça vient de la direction générale, hein, c'est souvent le cas dans ce type de cas d'usage, ils se sont dit, mais nous, on est spécialisé sur le sol. Est-ce qu'on ne pourrait pas développer un produit pour détecter la chute? Donc à partir, c'est très intéressant ce modèle-là. Donc à partir de leurs produits, ils se sont dit, on va chercher la technologie pour finalement détecter qu'on a une chute et que cette chute, ça soit un humain, que ce soit pas un objet ou autre. Et donc, ils ont développé une gamme, je crois que ça s'appelle Floor in Motion, hein, toute une gamme, et je crois qu'ils ont même fait une spin-off pour développer cette gamme de produits. Donc voilà, c'était un troisième cas de business model que je trouvais aussi très intéressant dans le processus. Je vois qu'il y a une deuxième question. Alors, je sais pas, moi, si vous voulez, moi, je veux bien répondre. Je ne veux pas Ça peut accaparer valoir le le temps. coup, juste pour les internautes en ligne, de reformuler rapidement la question, parce qu'on n'a pas entendu. Oui, alors la question, c'était voilà, un objet pour un cas d'usage. Est-ce que les sociétés, finalement, vont avoir finalement plusieurs cas d'usage sur un objet plein d'objets différents. Ça dépend ce que fait. Je ne sais pas si on prend. Il y a peut-être des gens ici du groupe SEB, parce qu'ils sont très présents dans la région. SEB, typiquement, a un enjeu très fort, hein, c'est qu'ils fabriquent donc plein d'objets et que de plus en plus, ils vont être connectés. Je pense aux aspirateurs. Je crois qu'ils ont sorti récemment une solution de Cookéo, quelque chose comme ça, ou de ce type-là, qui est connecté. Donc eux, typiquement, ils vont avoir plein de gammes de produits demain qui vont être connectés. Ils vont développer plein de services. Ils vont tous se connecter sur la même plateforme digitale. Voilà, ça peut peut-être répondre. Donc, non, je pense aussi à, dans la région de Vendée, le groupe New Lock qui fait de la location d'engins de chantier. Donc, alors, ils n'ont rien à voir non plus avec le monde de l'informatique. Hein, je fais de la location. D'engins de chantier, ils ont totalement modifié, entre autres, leur business model avec des solutions connectées sur la maintenance prédictive dans les machines, sur je loue finalement au temps passé à la manière dont ma machine est utilisée, parce qu'avant, quand on louait une machine, on n'avait aucune information, donc on louait entre deux dates par rapport au prix de l'engin quand on l'achète, alors que maintenant, avec les données qu'ils ont, les différents capteurs qu'ils mettent en place, ils peuvent adapter leur politique tarifaire, être plus pertinent par rapport à la concurrence, sur comment mon produit est utilisé, et finalement, je vais facturer mon client s'il utilise plus mon produit que d'autres, ou comment, s'il l'utilise bien ou pas bien, et en même temps, je peux faire de la maintenance prédictive. Donc, on peut avoir plusieurs cas d'usage autour d'un même objet. Et là, ça évoque les sujets de plateformisation. Je pense que ça vaut le coup peut-être que Steven dise deux mots sur Maestro, parce que je trouve que ça résonne assez bien avec ce qui vient d'être dit sur le côté on va un peu plus loin que l'objet initial et on plateformise pour rassembler les services. Oui, en effet, Maestro, c'est un multi-sided platform. Si vous pensez de quelque chose comme Airbnb ou Uber, c'est une plateforme pour mettre en relation les gens ou les flottes qui ont besoin de tracer la maintenance de leur véhicule
et les garagistes ou les réseaux de maintenance. Avec les flottes, on sait que gérer sa voiture, c'est assez pénible. Quand dois-je me remplacer les pneus, quand dois-je remplacer l'huile, les freins, tout ça, ça prend du temps, ça prend du suivi. Et quand ça arrive, c'est très embêtant. Si on sait bien en avant que, OK, avec ma voiture, je dois changer quelque chose dans 3 mois, je peux m'engager avec mon calendrier et c'est beaucoup moins pénible. Après, chercher à droite de payer toutes les factures avec tous les interlocuteurs qui sont peut-être différentes, carrosserie ou garage, n'importe quoi, ça devient un vrai boulot. Et ça, c'est pour une voiture. Imaginons que maintenant, vous avez 100 voitures ou 100 camions ici en France. Je pense que la taille moyenne d'une flotte de véhicules, c'est dans les alentours de 100 véhicules, quelque chose comme ça. Aux États-Unis, la taille moyenne de véhicules, c'est plutôt dans les 10 000. Et il y a des flottes de véhicules qui ont 100 000 véhicules. Donc, pour essayer de tracer tout ça, pour prévenir, pour maintenir toutes les facturations et tout ça, c'est un boulot énorme. Et avec le plateforme Maestro, c'est vraiment tout géré dans la plateforme. Il y a les gens qui sont inscrits et ça donne du business aux garagistes et ça enlève énormément de pression pour les gens qui doivent gérer la gestion de leur flotte. Et sur l'IoT, ça reste le nerf de la guerre aussi, c'est forcément le coût. On parle d'un objet, un usage, donc un usage qui normalement apporte un gain. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit relativement peu de projets où il y a en gros des flottes d'objets IoT de différentes fonctions qui sont déployées. Pourquoi? C'est vraiment le coût. Et là, on voit de plus en plus, justement, on en parlait tout à l'heure, des écosystèmes qui sont en train de se monter, où justement les coûts de déploiement de capteurs sont fortement réduits. Un de nos partenaires, par exemple, déploie des réseaux LoRa en haute montagne pour équiper des stations comme Val d'Isère. Les premiers objectifs, c'était justement de placer des capteurs dans les remontées mécaniques. Pour Poma, pour faire de la maintenance, on peut imaginer ce qu'ils en font, mais on se rend rapidement compte en fait que ces capteurs, une fois qu'ils sont en place, vu qu'ils sont dans un écosystème, d'autres acteurs peuvent s'en servir. Donc on va avoir par exemple du ski data pour calculer en gros un utilisateur qui a acheté un forfait, combien de fois est-ce qu'il va prendre la remontée mécanique pour descendre ses pistes. On peut imaginer même un rossignol qui va utiliser ces données pour savoir, un ski dans une journée, il va faire tant de kilomètres sur tant d'années. Je calcule en gros la durabilité de mes skis. On peut imaginer également les acteurs du monde du tourisme. Il y a tant de fréquentation, les personnes arrêtent de skier à peu près à telle heure, avec telle densité. Je dois préparer en gros le vin chaud pour les accueillir. Le fait d'avoir des écosystèmes en place, ça va fortement réduire les coûts. Et au final, cette réduction des coûts, ça va faire émerger de nouveaux usages qui, avant, on les avait en tête. Par contre, le coût de déploiement était tellement important qu'on n'avait pas forcément de ROI. Tout à fait. Et en plus, sur la domotique, aujourd'hui, faut répéter la question. Justement, sur la domotique, c'est le fait d'avoir des coûts déjà d'installation, ensuite de maintenance qui sont assez importants. Alors ça, en effet, puis également, il y a une peur encore de la domotique parce que les écosystèmes n'étaient pas encore suffisamment ouverts. Aujourd'hui, vous rénovez votre maison, vous allez mettre du système électrique un petit peu partout, vous allez ouvrir les murs et mettre la maison totalement connectée. Si vous n'êtes pas sûr que dans 2 ans, en gros, le système que vous êtes choisi, il va être encore maintenu, il va pouvoir s'intégrer au GAFAM, vous n'êtes pas forcément avoir envie de rouvrir tous vos murs pour changer tout le système. Donc en effet, aujourd'hui, il y a encore un frein sur la domotique et sur l'IoT, sur cette partie maintenance et renouveler le parc.
à part dans l'industrie, parce que là, comme l'a dit Cédric, on est sur des machines qui coûtent extrêmement cher, ou un capteur et une maintenance qui vont coûter même 1000 € par jour, c'est insignifiant par rapport au coût de changement d'une machine complète. Si on peut ne serait-ce qu'anticiper une panne et une casse matérielle sur de la maintenance prédictive voire prescriptive, le gain est énorme. Et c'est ce qu'on disait en début de conférence sur la donnée en elle-même. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on peut faire une conférence complète sur le business model de la data? C'est parce qu'aujourd'hui, le coût de stockage, il est insignifiant par rapport à il y a quelques années. Bon, par contre, ça apporte d'autres problématiques comme la partie, tout ce qui est écologie, justement, mais on n'a pas forcément le temps d'en parler. On avait beaucoup d'autres points qu'on voulait aborder justement avec Alizé, avec vous. C'est pour ça, si jamais vous voulez continuer justement ces échanges autour de la donnée, du business model et de la valorisation, je vous invite à aller sur le stand Hamilton, donc W118. On pourra échanger autour de ces problématiques. On avait également d'autres cas d'usage à vous présenter, mais le temps joue un petit peu contre nous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a une machine à café, du jet hydroalcoolique, enfin tout ce qu'il faut pour vous recevoir dans de bonnes conditions. Une dernière question. Bon, et ben merci à tous Attends, d'être excusez-nous, il y a nous. une question. Je te laisse reformuler. Là, la question qui en est fait vraie, c'est justement avoir dans une entreprise une stratégie MDM, un seul data lake, une donnée qui est centralisée. Ça peut paraître simple dans une entreprise, mais quand on va justement racheter différentes sociétés, on va réintégrer le SI de ces différentes sociétés qu'on a intégrées. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en effet, c'est là où on a vraiment des grosses difficultés. Nous, on a accompagné un client autoroutier qui avait racheté une autre concession, et pareil, ils sont retrouvés avec 2 GMAO, ils sont retrouvés avec 2 systèmes de SAGT. Et la grosse problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on relance un projet de zéro où on va refusionner les 2 systèmes? Oui, d'accord, mais on va vouloir quand même rajouter quelques fonctionnalités en plus. C'est un projet qui va prendre plusieurs années, qui va devoir être testé, ça va être très compliqué. Et si on part sur cette direction, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce que du coup on a 2 systèmes qui fonctionnent en parallèle? Est-ce qu'on a toutes ces difficultés? Il n'y a pas de bonne réponse à cette solution. Il y a toujours des spécificités d'entreprise en entreprise qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on a des systèmes d'ESB, donc de bus de données, qui sont quand même assez performants, qui nous permettent de gagner du temps, donc d'interconnecter justement ces différents systèmes qui ont des langues différentes, des données différentes, des façons de communiquer qui sont différentes, donc on les interconnecte. On essaye quand même, mine de rien, à récupérer cette donnée et à alimenter un lac pour avoir qu'une seule référence. Et petit à petit, justement, on va refondre ces systèmes, en supprimer un, en refaire un qui va supplanter les 2. Mais là, ça va vraiment dépendre de la stratégie de l'entreprise. Est-ce que c'est la société qu'on a rachetée, est-ce que on l'englobe complètement, ou est-ce qu'on veut que ce soit un satellite qui vit de son côté? Donc, c'est là qu'on voit en fait que la stratégie au niveau de la donnée ne peut pas être juste portée par la partie technique, mais également par la partie métier business, et également au niveau du top management sur la stratégie d'acquisition et sur la stratégie de développement. Ouais, et puis 1, 2. Ouais. Et puis vous avez toute la politique d'API management, ça se fait beaucoup. Je prends le cas de Somfy qui a fait beaucoup de fusion-acquisition, de manière dans le monde de la domotique, il y a beaucoup de fusion-acquisition. Et finalement, souvent les sociétés qui rachètent chacun son cloud avec ses données. Et finalement, ils créent un système d'API management au-dessus. Voilà, et puis on interroge après les différents. Donc c'est une approche. Enfin, il y a des outils pour ça, mais après il y a des gens qui choisissent de casser, puis il faut rentrer dans le cloud de référence. Mais souvent, on a plusieurs clouds, et puis après on a un chapeau qui est l'API manager. Et l'avantage, c'est que, comme je viens de dire, nous avons racheté 3 entreprises de télématique. Bien sûr que c'était 3 systèmes différents, mais en mettant toutes les données dans un data lake qui est en commun,
on peut chercher les valeurs pour créer d'autres offres de services. Ce n'est pas à dire qu'on va changer tous les trois pour être sur la même plateforme tout de suite, mais au minimum, si on peut combiner les données, on peut chercher des valeurs dans les données qui sont maintenant plus conséquentes. Et je pense que ça sera le mot de la fin, puisqu'on va peut-être laisser la place au suivant. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Sidopulse. Vous avez la possibilité de rentrer en contact avec les différents intervenants et leurs entreprises si vous avez d'autres questions. Et puis, on reste à votre disposition par la suite. On espère que ça vous a plu. Merci. Merci à tous.